des grands poissons qui sont aussi particulièrement prisés, le tilapia qui peut être contaminé aussi et consommé. Et donc les valeurs qui sont en noir ici sont des valeurs de contamination de tissus comme le muscle par exemple, ou des viscères, hépatopancréas ou foie, selon les organismes. Et c'est à mettre en rapport ces chiffres en noir avec la valeur 20. 20, ce sont les limites maximales en résidus pour ce type de produit. Donc vous voyez la différence énorme entre la charge de ces organismes et les limites en résidus. Vous avez dans les cases oranges, ce qui est important, c'est le facteur multiplicatif entre la teneur dans l'eau de ces organismes et ce qu'ils ont accumulé. Donc ici, vous avez par exemple 1000 jusqu'à 15 000 fois, 16 000 fois. En moyenne, ça peut être entre 5, 10, 15 000 fois la teneur dans l'eau. Et donc, ça mène à un paradoxe. Ce paradoxe, c'est qu'il peut y avoir très très peu de chlordécone en soluble dans l'eau. Et donc, les Américains, à l'époque, avaient travaillé là-dessus et ils avaient chiffré à 0,02 microgrammes litre la teneur minimale, enfin, qu'ils étaient sensibles et qui menait à leur limite maximale en résidus. Alors, eux, c'était 150 microgrammes kilo de pois frais, les Américains dont vous a parlé Luc ce matin. Et donc, pour arriver à ces 150 microgrammes kilo pois frais, il fallait être en dessous de 0,02. Ça veut dire qu'on est face à un paradoxe où l'eau peut paraître absolument dépourvue, puisqu'on est en dessous du seuil analytique souvent, avec des animaux qui sont très contaminés. C'est-à-dire que la chlordécone dans l'eau, les analyses de l'eau ne rendent pas compte du tout de la contamination du vivant. Donc ça, c'est la première base importante. La deuxième, dans nos rivières, c'est que tous les organismes, crustacés, poissons, sauf un, de manière anecdotique, sont migrateurs. Donc ils passent une partie de leur vie en eau douce, une partie de leur vie en eau salée, et puis donc ils se promènent entre le bas des rivières, le haut des rivières, et donc ils peuvent se charger de manière importante dans un endroit où on ne les pêche pas. On va les pêcher, ils auront une contamination qui n'est pas celle de l'endroit. Alors les mouvements sont plus importants sur les juvéniles, mais on s'est aperçu que les adultes aussi en eau douce pouvaient par exemple changer d'affluent. Donc on se retrouve avec des animaux qui sont fortement contaminés, possiblement dans des eaux de très bonne qualité. Et donc avec tout ça, c'est impossible de faire un diagnostic géographique précis en prenant des indicateurs habituels, comme on prend dans les rivières européennes ou comme on prend dans les rivières nord-américaines. On s'aperçoit que c'est très difficile. Et donc, globalement, si on devait faire un résumé des acquisitions, et ce résumé, il devrait servir à tout le raisonnement sur la contamination des eaux douces. On est dans des endroits où les sédiments sont pauvres en matière organique et donc ça bioaccumule, c'est très biodisponible, donc ça charge énormément les crustacés et les poissons. On est dans des écoulements turbulents, c'est-à-dire on a un contact régulier permanent avec la molécule. Luc ce matin nous disait en début de matinée que dans la baie James, ça avait été isolé par des sédiments propres. Ici, c'est pas le cas du tout, c'est un contact permanent. On a des étiages sévères, c'est-à-dire on a des moments où le ruissellement est nul, c'est-à-dire ce qui coule dans la rivière, c'est principalement du soutien par la nappe, donc de l'eau qui est de l'eau souterraine. Et vous avez vu ce matin que l'eau souterraine est particulièrement chargée. Et puis ensuite, vous avez des espèces migratrices qui brouillent énormément la capacité à indiquer. Et puis vous avez principalement des crustacés. Ces crustacés sont défavorisés en termes de physiologie. Tout ça, ça fait que les rivières des Antilles, tous ces éléments font des zones sensibles. Alors administrativement, je pense qu'il faudrait prendre ça en compte dans toutes les études de chlordécone et au-delà de la chlordécone. Nous sommes dans un fonctionnement où les rivières antillaises sont par nature, structurellement, des zones hypersensibles aux flux polluants. Alors ce projet de recherche, il porte sur un compartiment qui ne se promène pas. Et donc, il ne se promène pas puisque c'est ce sur quoi vous glissez quand vous allez en rivière, c'est-à-dire la partie ici que vous voyez en vert ici, qui tapisse les rochers et qui s'appelle donc du biofilm. En fait, le biofilm, c'est un mélange extrêmement complexe de bactéries, de microalgues qui interagissent les unes avec les autres et tout ça emballé dans une gelée qu'on appelle une matrice exopolysaccharidique. Et donc, ça ne se promène pas. Et donc, ça pourrait, et c'était l'objet de la recherche, servir de base à de l'indication de contamination. Alors, bien sûr, l'ANR ne finance pas des études sans prémices, c'est-à-dire sans éléments positifs. Et les éléments positifs que nous avions, c'était que, justement, du temps des accidents de la baie James, on avait remarqué des modifications importantes des peuplements bactériens et dans l'eau et dans les sédiments.
Un autre argument qui a décidé l'ANR à financer ce projet, c'était que dans un petit travail qui a été réalisé aux Antilles, donc en Guadeloupe, on s'est aperçu que quand on met un substrat dans l'eau, eh bien les bactéries, quand elles le colonisent, elles ont des motifs, c'est-à-dire elles colonisent spatialement différemment quand c'est contaminé de quand c'est pas contaminé. Un autre argument qui était intéressant, c'était qu'on avait beaucoup progressé dans la systématique de ces petites algues et qu'on était capable de les identifier ces dernières années. Et puis enfin que ce biofilm, il est consommé par toutes les espèces, poissons, crustacés, et que c'est la principale ressource autochtone, c'est-à-dire c'est l'entrée de l'énergie dans la rivière et qui va se transférer de maillon en maillon jusqu'au maillon supérieur. Donc en fait, un regroupement de plusieurs équipes de recherche, des équipes que vous avez ici en dessous, ça a été coordonné par l'Université des Antilles, ici, avec des équipes de chimie, des équipes de bactériologie et des équipes de l'UMR, par exemple, Boréa parisienne, pour leur spécificité. Tous ces compartiments du biofilm ont été travaillés, chimie, bactériologie, matrice, propriétés physiques, et vous allez voir quelques résultats rapides. Alors d'abord, dans ce programme de recherche, il a fallu avancer sur la mesure des flux polluants. On en parlait ce matin. Et donc le laboratoire ici de Bordeaux, à l'époque, vous avez la responsable dans la salle si vous voulez ensuite lui poser des questions, a travaillé sur 2 thématiques. La première, c'est l'abaissement des seuils. Donc il fallait abaisser les seuils et puis faire des méthodes qui étaient pratiques dans des mesures rapides et répétées et nombreuses. Et puis aussi, on en parlait ce matin, sur la calibration d'échantillonneurs passifs. Et donc ça marche bien, ça a été testé. Elle pourra vous détailler quel type d'échantillonneur passif, c'est du POSIS. Elle va vous expliquer tout ça de manière plus fine. Donc ça a été calibré et ça a été validé dans le cadre de ce travail financé par l'ANR. Ensuite, les micro-organismes. Donc l'équipe de Pau a travaillé sur justement l'ensemble de ces micro-organismes, bactéries, archées, eucaryotes, qui étaient dans les milieux contaminés, non contaminés. Et donc là aussi, on observe, alors là vous avez le gradient de chlordécone, donc c'est une superposition. Et puis chaque surface ici mesure des réplicats dans le temps et dans l'espace dans une rivière qui est plus ou moins contaminée. Donc celle-ci était très contaminée, et là ici on avait un gradient plus ou moins contaminé, essentiellement par la chlordécone, je rappelle que c'est le principal polluant, et puis ici des rivières qui ne l'étaient pas. Et donc les communautés répondent à ce gradient de contamination donc de manière évidente. Mais les éléments les plus probants, les plus forts en fait, sont sur la chimie de cette matrice, c'est-à-dire de cette substance qui emballe à la fois les bactéries et les microalgues. Et là vous avez, on parle de la chlordécone qui n'est pas une molécule comme les autres, et là vous avez une pénurie absolument évidente en fait dans une molécule qui est dans cette matrice exopolysaccharidique et qui est un sucre. Alors il faudrait des guillemets à vitamine B7 parce que c'est pas une vitamine, on l'appelle le myoinositol, et donc il disparaît. Alors voilà, ici on a les effets connus de ce myoinositol sur la physiologie humaine, par exemple. On sait qu'il intervient dans la régulation de la division cellulaire, par exemple. Il intervient aussi dans la perméabilité des cellules à l'insuline. Enfin, il est comme ça un carrefour métabolique important à l'échelle humaine. Et puis ici, sa présence dans les biofilms non contaminés, en quantité non négligeable, et puis il disparaît des biofilms contaminés. Alors des chercheurs russes ces derniers temps ont travaillé, alors ça vient de sortir, c'est une publication tout à fait récente, on ne savait pas trop ce myoinositol, à quoi il servait chez les bactéries. On a des éléments chez l'humain, chez l'animal, mais on avait peu d'éléments sur le bactérien. En fait, ces chercheurs ont mis en évidence l'intervention de ce myoinositol justement dans le patron d'installation des bactéries d'un biofilm, qui était un biofilm phytopathogène. Donc c'était un biofilm de maladie de carotte en fait, et donc on s'aperçoit qu'il participe à l'agrégation dans la primocolonisation bactérienne, et donc c'est un peu ce qu'on observe aussi sur notre biofilm de rivière. Et puis la question s'est posée de savoir si on pouvait avoir des intégrateurs multifacteurs, par exemple des paramètres physiques, qui pourraient rendre compte de ces modifications chimiques qui sont liées à la contamination. Et donc on a testé 2 approches. Une approche par tribologie, c'est-à-dire on frotte une petite bille sur le matériau et donc on mesure la force de friction.
Et la question c'était, est-ce que ces modifications qui sont observées en termes chimiques, bactériologiques, peuvent se voir à échelle physique? Eh bien oui, ici on a les stations qui n'étaient pas contaminées, celle-ci a été submergée, donc n'a pas pu développer un biofilm. Et puis là vous avez les stations qui sont très contaminées pour celle-ci, assez fortement contaminées pour celle-là, et donc là la friction. Et donc on s'aperçoit que cette friction est maximale dans des endroits où il n'y a pas de contamination, et elle est minimale dans des endroits qui sont fortement contaminés. Et on a essayé une autre approche aussi en termes physiques, c'est-à-dire on a testé la pénétration d'un petit indent, c'est des analyses qui permettent d'avoir la viscosité et en même temps l'épaisseur du biofilm, avec des indents aléatoires sur des substrats qui ont été immergés. Donc, qui ont donné aussi des résultats qui étaient tout à fait concordants, avec ici dans un biofilm qui n'est pas contaminé un certain pourcentage de surface qui est peu épais, peu visqueux et qui correspond dans la cinétique des biofilms à l'installation ici des bactéries primo-colonisatrices. Et puis quand il n'y a pas de contamination, ça s'épaissit, donc ici ça se construit. Donc ici, ça se construit. Et puis enfin, quand on n'a pas de pollution, eh bien finalement, ça s'enrichit. La viscosité est uniquement superficielle et on a des éléments solides à l'intérieur qui sont des diatomées. Et donc tout ça, c'est court-circuité dans un biofilm qui est en milieu contaminé. Donc si on résumait en termes de surface, tout ça, c'est la chronologie. Ça a été fait de manière synchrone, évidemment. Et donc on s'aperçoit qu'on a un ralentissement à la fois dans la maturation et dans la croissance de ce biofilm. Alors bien sûr, c'était en milieu naturel, même si on avait pris beaucoup de précautions pour standardiser, c'était la même rivière, le même fond chimique, les mêmes faciès hydromorphodynamiques. On a voulu conforter ça en microcosme. Et donc en microcosme, avec des plans qui étaient tout à fait travaillés, aléatoires et ainsi de suite, on a été chercher des peuplements de biofilms d'une rivière qui n'était pas contaminée, d'autres qui étaient fortement, et on les a mis avec de la pollution, et on se dit peut-être qu'on va avoir une réaction différentielle. Celles qui sont habituées, celles qui ne sont pas habituées vont agir différemment. Et donc on est parti d'une contamination réaliste. On parlait ce matin de contamination de l'ordre de 4 microgrammes litres. Là, c'est de la contamination à 4 microgrammes litres. Et l'idée, c'était de voir comment croissait le biofilm. Alors comment est-ce qu'on l'a apprécié ? Eh bien, on a utilisé de la microscopie électronique avec un faisceau de rayons X associé. Ça nous permet d'avoir à la fois l'image de ce que l'était biofilm et en même temps la cartographie des éléments carbonés, par exemple. Et donc, on peut, en termes de surface, savoir combien de carbone a été construit de manière parallèle entre milieux contaminés et non contaminés. Et donc, ces différences avec chlordécone sont très significatives puisqu'elles sont de l'ordre de... donc, vous avez la probabilité ici. Et puis enfin, les rivières des Antilles, on a la chance d'avoir un petit animal qui ne consomme que du biofilm. Donc vous l'avez en haut, donc c'est un petit poisson, et on s'est dit, on va vérifier si ça éventuellement change ses capacités à se nourrir. Donc avec des expériences, qui c'est ici des expériences in vitro. On n'a pas vu de différence in vitro, mais par contre, quand in vivo, on est allé regarder ce qu'il consommait, entre ce qui était disponible dans le milieu et ce qu'il avait dans son tractus digestif, eh bien on s'est aperçu qu'il consommait préférentiellement des diatomées qui étaient absentes des biofilms contaminés. Alors dans le bilan, si on fait le bilan, on s'aperçoit que sans équivoque, on observe une réactivité du biofilm épilytique à la contamination de la chlordécone. Alors ça se traduit par de la diversité de micro-organismes, ça se traduit par de la composition chimique de la matrice, principalement dans ce fameux médiateur des réactions cellulaires qui est le myoinositol. Des propriétés physiques qui sont pas mal intégratrices multifactorielles mais qui répondent bien à la contamination. On a observé en microcosme contrôlé des diminutions dans la production carbonée, un retard de maturation et de croissance du biofilm. Et tout ça, ça nous dit comme le biofilm, c'est un pivot de l'entrée de la matière et donc du transfert de cette matière dans le réseau trophique. Tout le monde le consomme, toutes les crevettes le consomment, tous les poissons le consomment. Et quand on sait que ce fameux myoinositol, il est indispensable à la croissance des juvéniles, on se pose bien sûr la question des impacts qui sont encore inconnus sur le fonctionnement des systèmes.
Alors maintenant, il faudrait développer ça en termes opérationnels. Qu'est-ce qu'on peut développer en termes d'indications assez rapides, pratiques? Donc ça nécessite des programmes complémentaires, bien sûr. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a appris beaucoup de choses sur le fonctionnement des rivières. Et donc, ce qu'on a appris, ça doit dépasser la chlordécone, c'est-à-dire il faut vraiment que ça serve à une réflexion générale sur les phytosanitaires dans nos îles, comment est-ce que les rivières sont sensibles, comment on va se débrouiller pour les protéger mieux, protéger les personnes davantage. Et donc, il va falloir articuler absolument agronomie et fonctionnement des écosystèmes naturels davantage. Merci beaucoup.